Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimono, Théophile Fassamano, Alphonse Marat. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous préférer sur Radio Espace et puis sur Espace TV. Tous les jours, vous le savez, vous êtes avec votre émission Les Informés et ça se passe en direct de la télé maintenant. Nous avons des sujets pour vous comme toutes les semaines, on les concocte pour vous mettre au bain de l'actualité. Qu'est-ce qui se passe en Guinée, en Afrique et partout d'ailleurs dans le monde, mais on s'intéresse plus au cas guinéen. Aujourd'hui pour vous, 3 très beaux sujets pour vous aider à nous entendre, à nous regarder. Plusieurs personnes travaillent à la régie, notamment Boubacar Fauté, Mafanta Sano, Jean-Marie Dembadouno et Melika Chitan. Et ici, au niveau de la radio, mon cher ami Saloum Kamara est là présent. Aujourd'hui, on s'intéresse en premier à un éboulement d'une mine d'or artisanale à Gawal. La terre a encore happé des humains, on le dit tantôt. Un éboulement d'une mine d'or artisanale à Gawal fait une quinzaine de morts pour l'instant et des dizaines de blessés. Pour l'heure, c'est ce que nous apprend le porte-parole du gouvernement. Et puis, mais les recherches sont en cours et les chiffres pourraient, il faut le dire, évoluer. Quel est le constat en direct de Councitel? Nous aurons tout à l'heure Monsieur Keita qui prendra la parole. Il est correspondant de l'agence guinéenne de presse du côté de Gawal. Et puis, nous parlerons aussi de droits d'auteur. Nous irons avec la culture. L'ouvrier mérite son salaire. Vous connaissez bien le dicton. Eh bien, chez certains, ce n'est pas le cas. Ils ne rentrent pas en possession de leur dû. On s'intéresse aux droits d'auteur des artistes guinéens qui bénéficient réellement des retombées. Existe-t-il des complices en Guinée en collaboration avec d'autres du côté de Paris? Qui sont les signataires des permis d'exploitation adressés aux plateformes de diffusion? Nous exposons un dossier d'enquête avec Ismaël Nabé, il est déjà dans ce studio. Et puis le dernier sujet, on parle donc de sécurité routière, campagne de sensibilisation en faveur donc des enfants. 1,3 million de personnes meurent chaque année dans le monde suite aux accidents de circulation de la route et plus de 50 millions, tenez-vous bien, de blessés. Plus de la moitié des victimes sont des jeunes élèves, collégiens et lycéens. Ce sont donc des données de l'OMS. Nous allons recevoir en dernière partie de cette émission la dame Saran Diaby. Elle est fondatrice et présidente de l'ONG EduFem, Éducation, Femmes et Enfants pour leur émancipation, pour parler donc de leur projet de campagne de sensibilisation en faveur des enfants. Chers toutes et tous, à la fin de l'émission, dans les bandes de 16h20, vous aurez la possibilité d'interagir avec nous et ce sera au 620 28 65 65 ou 620 28 69 69, vous le savez. On est aussi sur Twitter, Espace Informé. Vous pouvez écrire et peut-être poser des questions à tous nos invités. Si c'est maintenant que vous nous prenez en marche, installez-vous confortablement. Espace Informé, on débute. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimono, Théophile Fassamano, Alphonse Marat. Et c'est pas seul que je vais le faire, c'est avec mes chers collègues de tous les jours. J'ai changé de place. Je commence par toi, Maluka, bonjour. Bonsoir, et bienvenue. Et bonjour à toi, merci, et bonjour à toute l'équipe. Comme tu le dis tantôt, tu as changé de place. Ouais, j'ai changé de place aujourd'hui. Il est heureux parce qu'aujourd'hui, il est épargné quand même. Hein. Ah oui, je suis épargné. Et puis Félix, Félix aussi a changé de place. Bonsoir Théophile. J'espère que tu tiens la commande. Ça roule, hein. Si Théophile change de place, je change de place parce que généralement ça roule. C'est ça. Sauf que moi... De ton côté, ça te plaît?
Bon, oui, je m'adapte. D'accord. Oui, oui. Je m'adapte. Bon, il y a le grand. Avec la climatisation. Le grand, lui, il est au coin. C'est sa place. Chacun connaît son coin depuis qu'il a fui. Ouais. Le seul, le marié. Bonsoir, bienvenue. Et bonsoir Théophile et bonsoir à tout le monde. Et merci à Félix d'avoir compris ce qu'il devait comprendre. Tu vois, il me remercie Et de prendre ta place dans le froid. Il m'envoie dans le froid et puis il me dit merci. Amadou, mon jumeau. Ouais, jumeau, bonsoir et bonsoir à tous. Mais rappelons aux auditeurs qui nous regardent qu'il s'agit d'une transition et nous sommes dans une démocratie. et la transition sera respectée. Nous connaissons les membres de l'équipe. Voilà. Heureusement, on connaît les membres de l'équipe et on connaît la durée de la transition. C'est moins de 2 heures. Et lui, c'est mon Koro. Il est installé dans ce studio. Il est là pour nous parler du deuxième sujet. On va l'avoir tout à l'heure. Mais avant, très bien habillé. Il s'appelle aujourd'hui Fassa Ismaël Nabé. Voilà, mais seulement tu as dit Koro. Il faut dire, lui, c'est mon fallo. Non, je dis Koro parce que tu es des Koro, quoi. Tu vois, tu sais voilà, tu sais que moi, je suis un Guinéen tout court, résumé. Voilà, bonsoir et merci. Tu n'es pas le seul à être, nous le sommes aussi. Hein. Ouais, mais il ne sait pas parler très bien Susuko. Ça commence bien déjà. On va parler après. Tout à l'heure, avec lui, on parlera justement de ce sujet que nous vous avions dit à l'entame par rapport aux droits d'auteur des artistes. Mais comme on vous l'a dit, on va partir du côté de Kouncitel, rejoindre Monsieur Keita Moussa. Il est donc président et conseiller préfectoral des organisations de la société civile, voilà si je ne me trompe, et puis il est correspondant de l'agence guinéenne de presse du côté de Gawal. Il est déjà en ligne. Bonsoir Monsieur Keita. Bonsoir monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va aller donc droit au but. On parle donc d'un autre éboulement du côté de Gawal. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le constat que vous faites à l'instant? Vous, en off, on parlait et vous y étiez. Merci de m'avoir donné la parole. Effectivement, il y a eu un éboulement à Gawal le mardi 1er mars à 14h05. Cet éboulement a fait provisoirement 11 morts et plus de 8 blessés graves. 8 blessés graves, dont d'autres sont référés sur Conakry. Et cet éboulement est arrivé sur un site qui avait déjà été interdit d'exploitation par monsieur le préfet, le colonel Augustin Fachinagno, qui était en déplacement à Guéguérou pour les funérailles de sa défunte mère, paix à son âme. Et justement, vous êtes sur les lieux à l'instant. Est-ce que sur place déjà, il y a des mesures qui sont en train d'être prises ou qui ont déjà été prises? Bon, sur place, maintenant, là, les orpailleurs et les membres de la Croix-Rouge, avec une machine Poquelin, s'activent maintenant là, pour voir si on peut trouver d'autres corps sous les décombres. Vous voyez, c'est une zone qui était interdite déjà, qui avait été exploitée sérieusement, qui avait été interdite par... ces derniers temps, il y a au moins 3 semaines par monsieur le préfet. Maintenant, qu'est-ce qui a aggravé la situation? C'est que des machines Poquelin, poids lourds, 50-60 tonnes, travaillaient sur le même site que les orpailleurs. Vous voyez ce que cela fait? Maintenant, les galeries sont infiltrées déjà par les orpailleurs. Avec les mouvements de ces machines-là, c'est qui envoie les dégâts. D'accord, vous restez à l'écoute, on va partir avec la question de Félix. Oui, vous venez de le dire tout à l'heure que le préfet avait interdit donc l'exploitation de ce côté. Alors, comment est-ce que les exploitants artisanaux sont parvenus à exploiter sur le site pendant que le préfet avait interdit l'exploitation? Ça, c'est une question très importante. Parce que je vous dis, gérer le site orifère ici à Gawal, actuellement, c'est pas facile. Comprenez, toutes les préfectures minières de la orifère du pays, c'est-à-dire Gringaï, Sigiring, Mandiana, Pouroussa, ils se sont tous transportés sur Gawal actuellement. Pour les maintenir, c'est pas facile. Il y a parce que tout le monde n'a pas fait impossible. Et vous voyez, c'est des galeries. Si vous surveillez à 100 mètres, ils peuvent aller de très loin, rentrer dans un puits, et puis parcourir les galeries, rejoindre la zone qu'ils veulent exploiter. Donc ils sont rentrés massivement dans le trou, sans que les gens, les surveillants des lieux se rendent compte. Alors que déjà,
les choses, les machines pour plein travailler sur ces galeries. Donc, c'est ce qui a envoyé la catastrophe. Okay. Ils sont très têtus, ils ne comprennent pas. Voilà. D'accord. Oui, Amadou. S'il vous plaît, vous pouviez revenir sur le bilan effectif que nous avons eu hier. Et à Kuncitel, c'est un secret que les gens se cachent ou on voit ceux qui travaillent réellement dans ces mines-là à longueur de journée du côté de Kuncitel? D'abord, concernant le bilan, si vous voyez les réseaux sociaux, il y en a qui parlent de 21, 25, chacun parle de son côté. Mais officiellement, ici à Gawal et à Kuncitel, officiellement, je dis, il y a 11 morts. 11 morts et 6 à 8 blessés graves. Donc d'autres ont été évacués. Maintenant, concernant le site, vous savez, ça a toujours fait des problèmes par rapport aux hommes en uniforme, la Croix-Rouge, ils sont toujours accusés entre eux. Mais il y a une complexité quand même des surveillants des lieux. Ceux-là qu'on appelle les tombolements et certains agents, il y a des complicités quand même. Il y a des complicités. Voilà. D'accord, oui, Chiplo. Mais déjà, il y a un peu de confusion autour de ce bilan parce que ce matin, le porte-parole du gouvernement, Gawal, disait qu'il y avait 18 morts officiellement et une dizaine de blessés. Et que ce bilan était quand même évolutif, donc on pouvait s'attendre à ce qu'il évolue. Sauf donc, que là, il régresse. Il nous parle de 11 morts, tout cela reste donc à tirer au clair. Maintenant, ce que je veux savoir, on a parlé de la mise en place d'une cellule là-bas pour essayer de faire en sorte que les secours, tout se passe très bien. Une cellule qui serait même dirigée par monsieur le préfet. Et dites-vous, est-ce que vous ressentez la présence de cette cellule sur le terrain et comment vous appréciez le travail que cette cellule est en train de fournir? Je vous dis, actuellement, les agents de la Croix-Rouge, les arpailleurs et les machines Poquelin s'activent pour voir si on peut trouver d'autres éléments sous le décombres. Le préfet n'était pas là, il était en déplacement. Il est arrivé il n'y a pas encore 1 heure de temps à Gawal. Il est arrivé, je dis bien, il n'y a pas 1 heure de temps. Je suis maintenant à la préfecture avec le préfet. Donc, il a pris des décisions. Dès demain matin, nous nous rendons sur le terrain parce que c'était une zone qui avait déjà été interdite. Et fort heureusement aussi, on a reçu des hommes en uniforme ici, venus de l'AD pour venir renforcer les lieux. D'accord. Des hommes sont venus pour renforcer les lieux. Voilà. Ok. Oui, Malouka. D'accord. Alors, monsieur, comme on le dit souvent du côté de Kuncitel aujourd'hui, tout le monde est devenu orpailleur. Parmi les décédés et ceux qui sont déjà blessés graves, et c'est seulement des orpailleurs ou on a aussi des habitants qui sont étudiants ou quelque chose comme ça? C'est seulement des orpailleurs venus de la Haute-Guinée, de Kouroussa, d'Ingiraï et Mandiana. Oui. Oui, Félix. Vous avez dit qu'il y a 8 blessés graves. Qu'en est-il de ces blessés-là? Est-ce que la prise en charge, c'est du côté de Gawal là-bas ou bien il y a eu déjà des évacuations? Et qui s'en charge de leur état? Sur les 8 blessés, 6 sont pris en charge ici. Là, ils sont sous traitement intensif à l'hôpital de Gawal. Les 2 autres ont été référés sur Conakry. D'accord, on va aller peut-être avec cette... ok, merci. Une dernière question de... On va aller avec une dernière question de Amadou avant de vous laisser partir. Oui. J'aimerais savoir, du côté de Gawal, dispose-t-on d'une morgue qui puisse accueillir tous ces corps-là? Fort malheureusement, je vous dis, il n'y a pas une morgue qui puisse accueillir ces corps. Mais les intéressés, bon, ici, les opérations sont organisées ici en communauté et en région. Dès qu'il y a des décès seulement, ils dépassent une voiture. La plupart des décès ici là, sont transportés dans leur village d'origine. La plupart des décès. Les corps sont transportés dans leur village d'origine. Oui, très rapidement, Chiplo. On sait qui parle d'exploitation artisanale de l'or, souvent on parle donc d'éboulement. Mais aujourd'hui, si on vous pose la question, vous qui êtes sur le terrain, qu'est-ce qui a été à la cause, qu'est-ce qui est à la base de cet éboulement? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut pour éviter vraiment que cela ne se reproduise? Selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour tout ça? La cause fondamentale de cet éboulement, c'est le travail de proximité entre les orpailleurs et la machine Poquelin. C'est ça la vérité. Parce que la machine Poquelin pèse, ça pèse au moins 50 à 60 tonnes. Vous voyez, si une machine de 60 tonnes est sur une zone où il y a des galeries, où les galeries sont infiltrées par les orpailleurs, vous voyez, c'est qu'il y a les fissures, la cassure. C'est le poids de la machine qui envoie la fissure au niveau des galeries. D'accord. Alors, peut-être la dernière question, voilà, je vais y aller. Est-ce que les populations, les gens sont toujours nombreux de ces côtés? Parce qu'on nous disait qu'il y a eu une grande affluence jusqu'à ce que même les populations de là-bas peinent à trouver de la nourriture, de l'eau. Déjà qu'on sait qu'à Gawal, c'est très compliqué d'y vivre. Kuncitel est sous-peuplé. Il faut estimer au moins à une population de moins
30 000 habitants au moins. 30 000 habitants au moins. 30 000 habitants au moins, je vous dis. 30 000 au moins. On peut trouver ça aujourd'hui. Kunsitel aujourd'hui est très envahi. Tout à l'heure, là, avec les membres du CNTC, qu'on disait, si on ne prête pas attention, quand l'hivernage arrive dans cette situation, une épidémie risque d'exploser à Kunsitel. Parce que Kunsitel, c'est un boal et il n'y a pas de latrine. Il n'y a pas de latrine publique, même dans les familles, c'est très rare. Vous voyez, c'est très sale aujourd'hui, très sale. C'est ça la vérité. Ok, Monsieur Keita, j'aimerais savoir, la zone de d'éboulement, la zone d'exploitation, ce sont des puits ou c'est des trous communs qui sont creusés? Parce que quand on me parle de 11 morts, la source que vous nous donnez, je ne comprends pas qu'on puisse se retrouver avec 11 morts dans une zone de puits. C'est des puits arrivés au minerai. Arrivé au minerai, maintenant, on fait des galeries. De part et d'autre. De gauche à droite, de droite à gauche. Vous voyez? Maintenant, ce sont ces galeries maintenant qui se relient au fil du temps. Maintenant, ça se relie. Ça peut faire... Parce que c'est des grottes. Tu peux même marcher dedans. Vous voyez? Voilà. Mais pour un départ, on fait un puits. Dès qu'on enlève la première couche de gravier, maintenant, on fait des galeries maintenant, quoi. Des galeries en dessous. Des tunnels. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, la plupart des tunnels se relient au fil du temps. Maintenant, les tunnels se relient. D'accord. Donc, il peut descendre dans le puits numéro 1 et ressortir dans le puits numéro 5. Vous voyez, c'est comme ça. Ça devient des tunnels maintenant, quoi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Keita. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien, merci. Je le rappelle, c'était donc Monsieur Keita Moussa. Il est président du conseil préfectoral des organisations de la société civile du côté de Gawal. Il est correspondant aussi de l'agence guinéenne de presse de ce même côté. Il nous donnait donc des détails par rapport à cet éboulement qui a eu lieu il y a donc 48 heures du côté de Gawal et précisément à Kunsitel. On va faire rapidement un tour. Maluka, on vient d'entendre, c'est pas une première, hein. On se rappelle, il y a encore quelques mois, on parlait de ce même endroit tout à où fait. les gens se sont déployés, où les gens ont quitté des endroits et où il y avait encore eu des morts. Et bien évidemment, c'est regrettable quand même à le dire, hein, la perte des gens comme ça, toujours à la même situation qui ne change pas. Mais il faut aussi dire, même si c'est blessant, c'est une évidence. Quand on parle déjà d'un cas surpeuplé, quand tout le monde quitte les localités pour se retrouver en même lieu, surtout avec surtout pas de sécurité à l'appui, et donc il faut s'attendre à des choses comme ça. Moi, je pense qu'il est temps donc que l'administration prenne ses dispositions pour ne pas qu'on traverse ces genres de choses encore. Et moi, je pense que c'est la même chose qui va revenir tous les jours, donc il va falloir qu'on change un peu. Félix, comment on peut comprendre que ce soit récurrent pendant qu'il y avait des dispositions qui avaient déjà été prises, hein? Les préfets, avant, on nous rappelait le préfet de l'Abbé, j'oublie son nom, et puis cet autre, le colonel Augustin, qui est... Comment se fait-il que malgré ces mesures, il y a encore des gens qui puissent aller exploiter ce côté? Théophile, ça dénote la faiblesse de l'État de ce côté. On a posé la question à notre invité de savoir comment pourrait-on comprendre que le préfet ait pris la décision de fermer provisoirement le lieu et que les gens continuent à exploiter clandestinement. D'abord, la première des choses, c'est la faiblesse de l'autorité qui est mise en place. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses, il nous a rappelé tout à l'heure qu'il y avait même des militaires qui étaient revenus de l'Abbé ou de Mamou pour vraiment venir renforcer la sécurité des lieux. Mais sauf que, en complicité avec ces exploitants qui sont sur le lieu, on les laisse par moment venir exploiter. Mais le pire dans ça, ce sont des machines qui sont venues à la dernière minute. Il a rappelé, ces machines, auparavant, n'étaient pas là-bas. C'était une simple exploitation manuelle des fois que ces exploitants essayaient de faire sur les sites. Mais puisque des machines sont venues, on sait le poids du fer que ça fait sur le sol. Donc il y a eu éboulement. Aujourd'hui, il faut le dire très clairement, il faudrait que l'autorité au plus haut niveau prenne des dispositions. Parce que on a souvent, c'est que moi j'aime le dire, on n'apprend pas généralement de nos erreurs. Les gens parlent d'expérience. Mais quand on parle d'expérience, c'est la somme des erreurs commises et corrigées. Mais si on répète toujours les mêmes erreurs, ça devient une bêtise. Il faudrait aujourd'hui que l'autorité prenne ses responsabilités sincèrement pour ne pas qu'on vive ces genres de situations. De combien de milliers de personnes se retrouvent à Kunsitel pendant que l'État n'a même pas fait des véritables études, l'État n'a même pas aménagé les lieux pour pouvoir sincèrement loger des gens.
Dans un pays normal, dans un pays sérieux, lorsque vous faites une découverte comme ça, vous attendez d'abord à ce que vous finissiez l'aménagement du site avant d'éviter les gens à venir exploiter. Mais on n'a pas aménagé et puis on laisse les gens à leur libre comme ça. Et puis, je veux particulièrement mon message vers ces militaires qui sont là-bas. Quand on vous donne l'ordre, surtout quand ça concerne la sécurité des individus, quand on vous donne l'ordre, il faut savoir le respecter. Ouais. C'est vrai, on parle d'argent, mais il y a beaucoup plus la vie. Si ces gens-là prenaient leurs responsabilités aujourd'hui, on n'allait pas assister à ces morts ou à ces blessés graves. Donc il faudrait sincèrement qu'eux aussi prennent leurs responsabilités. Amadou, on parle de complicité, hein, et Félix le mentionnait, des militaires qui viennent, et puis est-ce qu'on peut pointer du doigt le fait que, est-ce que c'est le moral, l'éducation ou c'est le manque d'argent? Théophile, je pense que si vous avez fait les zones minières, c'est des personnes qui vivent dignement. C'est des personnes qui vivent à la sueur de leur travail. C'est des personnes qui risquent leur vie. Le fait d'affluer, de quitter... Théophile, on est dans un pays, c'est pour cela en fait il faudrait à un certain moment, quand on parle de formation, de sensibilisation, c'est bien, mais le Guinéen ne vit pas bien. Ça le prouve à suffisance au fait, des gens qui quittent des centaines de kilomètres, qui abandonnent leurs terres, on dit que oui, nos terres sont fertiles, mais si tu produis, ça ne va pas. Les gens ne vivent pas bien. Et moi, ce qui me choque dans tout ça, on est dans un pays où on a plus de 10 morts. A-t-on entendu, quand on va organiser une journée de deuil national, ce sont des Guinéens, bien évidemment. Ça s'apprend aux enfants. Regardez les différentes écoles, les drapeaux sont bien. On peut mettre les drapeaux en berne. Les enfants qui verront le drapeau juste au milieu du monde diront « Mais qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui dans ce pays ?» On dirait qu'il y a des gens qui sont morts. Ça fait là que tout le monde sera informé. Il faudrait qu'on apprenne à respecter l'humain. Il faudrait qu'on apprenne à respecter les Guinéens. Des gens qui meurent dans une localité, il n'y a même pas de morgue. Il n'y a pas longtemps, j'étais du côté de la morgue de Conakry. On n'a pas 50 places. On n'a pas 50 places à Conakry. À un moment, moi je me dis, nos cimetières, c'est juste une petite cour. Tu viens déloger un corps qui n'a pas fait 5 ans, on met la personne à côté. Je me dis, dans ce pays, tout est à refaire ou à faire. Donc, à un certain moment, il faut qu'on revienne aux fondamentaux et surtout par rapport aux responsabilités. Dans un état sérieux, quand on a plus de 10 morts, ne serait-ce que plus de 2 morts dans des circonstances comme ça, soit il décide de démissionner à différents échelons de responsabilité, soit l'autorité suprême décide de les sanctionner. Et ça peut aller jusqu'au niveau du ministère de la géologie, par exemple, qui gère les questions des mines. Parce que n'oubliez pas, on a une délégation ministérielle qui était il n'y a pas longtemps dans cette zone-là. Ils ont vu ce qui s'y passait. Le ministre de l'administration du territoire, qu'est-ce qu'ils font? À un moment, il faudrait qu'on travaille pour que les gens ne meurent pas. On peut l'éviter. Ces zones, je vais vous dire comment ça marche, au fait, les puits. Au fait, on creuse les puits à environ 3 à 4 mètres chaque puits. Et puis, on s'est dit, on a 10 ou 20 mètres devant. Alors, entre chaque puits, il y a les pieds, ce qu'on appelle les pieds. Alors, ces pieds-là, donc, à l'intérieur, on met du bois. S'il y a du bois, bien évidemment, dans la localité à Sigiri, on met du bois pour tenir le poids de la terre, au fait. Donc, après, ce qu'il ne faut pas faire à l'intérieur, c'est de couper les pieds. Mais parfois, quand il y a de l'or sur les pieds, les gens ne s'empêchent pas. Donc, chacun prend un peu. Et du coup, la plupart des personnes meurent par manque d'oxygène en bas. Parce que quand il y a éboulement, c'est fermé. Et je pense qu'ils ont une mort difficile, que leur âme repose en paix. C'est quand même compliqué. Finalement, Chiplo, la faute à qui, c'est à ces orpailleurs, des gens qui viennent, qui quittent à la recherche de la pitance. Est-ce la faute à l'État qui ne met pas toutes les dispositions pour protéger les citoyens de cela? À qui la faute finalement? Moi, à mon avis, l'entièreté de la faute revient à l'État. À voir un peu ce qui se passe du côté de Gawal, surtout à Concitel. C'est comme à dire que ces orpailleurs-là, la population qui est là-bas et tout, c'est comme ces gens-là sont plus forts que l'État. On se rappelle qu'aux premières heures de la découverte de cette mine et tout, il y avait des décisions qui avaient été prises, même par le gouverneur en ce temps qui était du côté de l'abbé et tout. Mais on a vu, l'objectif c'était de stopper les choses en attendant de régulariser tout ça, mettre un certain nombre de mesures et de dispositions en place. Mais les gens ont refusé. Ça a continué de plus belle. Et après, personne n'est sorti pour taper du poing sur la table pour dire que oui, il faut qu'on arrête. Les militaires, les agents qu'on a envoyés là-bas n'ont pas pu faire en sorte que cela soit arrêté en ce temps. Et aujourd'hui, on a vu tout ce que
que ça a comme conséquence sur le couvert végétal, la végétation, tout ce qui s'ensuit, des marigots qui sont en train de disparaître, des forêts classées qui sont en train d'être déclassées, permettez-moi d'utiliser bien sûr ce terme-là et tout. Aujourd'hui, on parle de morts, on parle d'une dizaine de morts. Qu'est-ce qui a été fait en amont pour éviter tout cela? Rien, je dirais. Donc le seul responsable pour moi, c'est l'État. C'était à l'État de prendre les mesures qu'il fallait pour faire en sorte que tout soit structuré. Si cette mine-là devait être utilisée, qu'on sache comment cette mine va être utilisée, voici les conditions, voici ce qu'il faut avoir comme papier, voici le montant qu'il faut payer, voici les règles qu'il faut respecter. Et moi, je pense que rien de cela n'a été mis en place. Et aujourd'hui, si on assiste à tout cela, ces orpailleurs-là, ce sont des Guinéens comme nous tous. Ce sont des gens qui sont à la quête du pain quotidien, même si on doit essayer de nous-mêmes voir d'abord comment on doit agir. Mais c'est des Guinéens qui cherchent à avoir quoi manger. Et donc, s'ils se disent que oui, là, je peux avoir manger, ils vont vraiment foncer. Donc, c'est quitte à les gars de réglementer pour dire tu veux foncer, mais voici comment il faut faire. Donc, s'il y a des morts aujourd'hui, le matin, on a entendu bien sûr le porte-parole du gouvernement dire un certain nombre de choses. Il y a une cellule de crise qui a été mise en place. Il y a déjà des gens qui sont en train de travailler. Et notre intervenant nous dit par exemple que le préfet vient d'arriver il n'y a même pas 1 heure. Donc, il y a beaucoup de non-dits dans cette affaire-là. Moi, je pense qu'il faut être beaucoup plus responsable. Sinon, c'est nous, la population, qui allait souffrir. 10 secondes. Moi, je pense que le ministre de l'administration, c'est vrai que dans les cas de catastrophe, parfois les chiffres sur le champ, mais je pense qu'on a besoin du chiffre exact. Oui, parce que entre 18 et 11, c'est trop long, je pense qu'il faudrait qu'on ait une information les fiable. chiffres ne régressent pas. Les chiffres, en principe, en carré pas, ils sont évolutifs. Et là, c'est comme si les chiffres régressaient. Et c'est bizarre. Ministériel, c'est chaud. Ce que je voulais entendre dire aussi, c'est important en tout cas de nous dire la vérité, de savoir réellement quel est le nombre de personnes qui sont décédées dans cette histoire. C'est ça, c'est aussi le rôle de cette émission, les informer. On va à la source, on ne se limite pas qu'à dire des mots, mais on a des gens sur place qui nous donnent des infos exactes. On espère que voilà, solution sera trouvée, mais pour ceux qui sont morts, c'est quand même assez dommage. Ce sont des Guinéens, comme le disait Amadou. Il faut que l'État se bouge tout le temps. L'État, il faut être concret parce que ce sont des familles, ce sont des gens qui perdent leurs hommes et c'est le pays qui en pâtit. On va partir donc avec cet autre sujet. Notre invité du jour est déjà installé dans ce studio, Ismaël Nabé. Aujourd'hui, c'est Fassa ou Niakoy. On part avec lui et on parle de droits d'auteur des artistes à l'international. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Les informés en direct sur Espace TV à l'instant même, juste vers la fin de l'émission. Vous aurez la possibilité d'interagir avec nous. Je vous rappelle les numéros sur lesquels vous pouvez appeler au 620 28 65 65 ou 620 28 69 69 ou allez-y sur Twitter. Laissez-y un message avec un hashtag Espace Informé et ça s'affiche justement là en bas de votre écran. Je le disais tantôt, l'ouvrier mérite son salaire. Vous connaissez le dicton. Eh bien, je suis certain ce n'est pas le cas. Ils ne rentrent pas en possession de leur dû. On s'intéresse aux droits d'auteur des artistes guinéens. Qui bénéficie réellement des retombées? Existe-t-il des complices en Guinée en collaboration avec d'autres à Paris? Qui sont les signataires des permis d'exploitation adressés aux plateformes de diffusion? Le tout, c'est avec notre frère, notre collègue Ismaël Nabé. Encore rebonsoir. Bonsoir Théophile. Vous avez mené donc votre enquête par rapport à ces droits d'auteur d'artistes à l'international. On écoute donc le débalé. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de choses se passent, Théophile, et bonsoir encore à ces millions d'auditeurs. Mais il y a une question qu'il faut préciser. Quand on parle du droit d'auteur, on a l'impression que le droit d'auteur, c'est seulement ce que les artistes perçoivent ici lorsque leurs musiques sont diffusées dans nos radios, sur nos télévisions, dans nos téléphones, avec les sociétés de téléphonie mobile ou avec ce que les institutions payent pour soutenir les artistes. Au fait, ça ne se limite pas à ça. Parce que lorsque vous poussez un peu les enquêtes, vous allez trouver que quelque part, nos icônes de la musique guinéenne, nos icônes des arts et de notre culture. Quand on prend par exemple les ballets africains de Guinée, quand on prend les ballets Djoliba, ou on prend Bembeya, ou on prend Bala et ses baladins, on prend d'autres groupes ou d'autres individus, d'autres orchestres. Voilà, prenons par exemple l'âge Sori Kandia Kouyaté.
si je le dis bien, c'est le plus connu en Guinée, à l'international, par rapport à ce qu'il a pu faire dans le domaine politico-culturel de l'humanité. Parce que ce qu'il a fait, ça a fait en sorte qu'il soit celui qui a, pour la première fois, qui s'est servi de la parole pour finir la guerre entre deux présidents. Je veux parler du Burkina Faso et du Mali. Des endroits d'ailleurs portent son nom. Alors, lorsque vous prenez son cas, c'est pitoyable. Quand j'entends un Kabi Kouyaté, un professionnel de la musique, son fils, qui me dit au téléphone lors des 44 ans de la disparition de feu Sorikandia Kouyaté, on a fait un spécial Sorikandia sur Kalak Radio. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, Nabé, on est en train de faire des enquêtes parce qu'on a l'impression que les œuvres de papa sont en train d'être spoliées. Les œuvres de papa sont en train d'être vraiment vidées de leur sens parce que nous, la famille de papa, nous ne percevons pas le droit d'auteur à l'international. Et j'ai fait mes enquêtes ici. J'ai trouvé qu'à la SACEM, vous savez, la SACEM, c'est l'instance qui est chargée de diriger ou de réguler les droits d'auteur à Paris. Alors, il m'a dit qu'il est parti à la SACEM et que la SACEM lui a dit que réellement il y a des problèmes parce qu'il y a Africa Show qui est une structure aussi chez qui d'ailleurs ses complices vont du côté de Paris ou d'autres pays pour faire signer les permis d'exploitation. Parce que vous savez, il y a un système de streaming maintenant dans le domaine musical. Même si tu es une icône de la musique guinéenne, que tu as fait sortir tes albums depuis en 1960, aujourd'hui, si ton œuvre est informatisée et que c'est balancé sur YouTube, tu bénéficies des retombées. Forcément, surtout si tu l'as fait enregistrer, si tu l'as protégé. Protégé. Oui. Et regardez les œuvres de Sorikandia. Quand tu montes sur YouTube, tu vois, non? Et vous téléchargez beaucoup. Il y en a qui téléchargent. Mais les retombées de ces téléchargements, de ce système de streaming, ça va où? Qui en bénéficie? Ce n'est pas le seul cas de Sorikandia. C'est le même cas que Momo Wandel Souma. Momo Wandel Souma, qui était un autre virtuose du saxophone, il est dans la même situation lors d'un documentaire, de la réalisation d'un documentaire sur lui. Je suis parti voir sa famille à Dixine Terrasse, c'est en face de l'esplanade du stade de 28 septembre. La dame Hadja, elle me dit, mon frère, j'aime beaucoup Espace TV parce que c'est ma télévision, mais permettez-moi de me taire parce que je ne parlerai pas. On a engagé des choses au niveau de la SACEM. On attend que ça se décante. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de spolier les œuvres de papa. Il y a des complices ici en Guinée que moi, je connais très bien. Je lui ai dit, mais maman, tu peux dénoncer ça à mon micro. D'ailleurs, c'est un autre angle de mon interview. La spoliation des œuvres artistiques de nos icônes. Ce n'est pas le seul cas, c'est le cas de Bala et ses baladins. Lors d'une interview, d'une émission sur Kalak Radio, son fils m'appelle Bala Koivogi. Il me dit, je suis le fils de Bala et ses baladins. Mais mon papa ne perçoit rien à l'international par rapport aux droits d'auteur. Qui bénéficie de ces droits d'auteur? Existe-t-il des complices à Paris et à Conakry qui tirent les ficelles dans le noir, histoire bien sûr de bénéficier de ce droit d'auteur? Il faut que l'État arrive à prendre sa responsabilité parce que ce n'est pas une question d'individu, c'est une question de nation. Lorsque les œuvres d'une personne sont spoliées, c'est comme si on s'en est attaqué à sa chair. Ce que vous êtes en train de nous apprendre là, pour ceux qui sont en train de nous suivre, rectifiez-moi si je me perds, c'est qu'il y a des œuvres, normalement, desquelles devrait découler un bien, de l'argent ou autre. De l'argent. Mais qui sont perçus par d'autres personnes. Est-ce que c'est cela? Parce que les permis d'exploitation sont signés par d'autres personnes. Mais comment cela... C'est dire qu'ils vont en leur nom. Est-ce que... Oui, vas-y, Chiplo. Déjà, c'est bien de parler de la SACEM et tout, mais aujourd'hui ici en Guinée on a quand même le BGDA, on a le Bureau guinéen de droits d'auteur, on a quand même le ministère de la culture et tout. Si les œuvres des icônes, des célébrités comme Bala et ses baladins, comme Momo Wandel, comme Sorikandia sont spoliés, ils ne reçoivent pas leur dû, au-delà de leur personne et de leur famille, qu'est-ce qui est fait par le BGDA ou encore même le ministère pour faire en sorte que ces gens-là rentrent bien sûr en possession de leur dû? Parce que c'est aussi une très bonne question à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'ils font? Parce que eux, seuls en tant que famille, ils ne peuvent pas aller jusqu'à un certain niveau. Qu'est-ce que l'État fait pour les accompagner? Justement, Chiplo, vous avez appris récemment que le directeur du BGDA a été déposé par le colonel parce que il y avait falsification d'écriture, il y avait usage de faux
Et il y avait beaucoup d'autres charges qui ont été citées. Est-ce que ce droit d'auteur à l'international peut se retrouver dans ces charges qui ont été évoquées? Parce que quand on parle de falsification d'écriture ou de signature, ça veut dire qu'on a fait quelque chose à la place de quelqu'un pour percevoir quelque chose que cette personne devait percevoir. Alors aujourd'hui, si tel est le cas, parce que je ne peux pas comprendre que la SACEM cautionne la signature d'un permis d'exploitation et que le BGDA ici n'est pas au courant, ou que le ministère de la Culture n'est pas au courant. Ça ne peut pas se faire. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des non-dits, il y a des gens ici qui sont en complicité avec ceux de Paris pour essayer de dilapider et spolier. Est-ce que vous connaissez le nom de ces gens-là? Et surtout, pourquoi ces familles ne veulent pas parler? Pourquoi elles ne veulent pas... Je vous ai parlé du cas de Maman Wandel Souma. Quand sa famille me dit je ne parle pas, parce que quand on parle tout à l'heure, ils vont penser qu'on est en train de parler parce qu'on veut avoir de l'argent de l'État, alors que notre père, ce qu'il a fait, ça peut nous nourrir jusqu'à notre faim sans qu'on ne tende main à l'État. Ça veut dire qu'ils connaissent ces personnes, mais qu'ils essayent certainement aussi de protéger parce qu'ils se connaissent entre eux, ils étaient dans les jurons de leur père et tout ça. Mais il faut qu'ils dénoncent parce qu'eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ont engagé des enquêtes, qu'ils ont engagé des poursuites au niveau de la SACEM, qu'ils attendent que ces poursuites-là se décantent. Il y en a même Bala et ses baladins, sa famille qui me disait que c'est à cause de la pandémie de Covid-19 qu'ils attendent jusqu'à ce que les choses se décantent. Quand Kabi Kouyaté dit que je viens en Guinée pour porter plainte contre X pour exploitation fallacieuse et non légale des œuvres de notre père. Ça veut dire que quelque part, ils sont en train de découvrir qui sont derrière ça. Et moi, je pense que si les signatures sont repérées à partir de la SACEM ou à partir d'African Show ou de YouTube, on saura finalement qui sont à la base de ce qui est en train de se passer. Parce que le droit d'auteur à l'international, comme je vous ai dit, est différent de ce droit d'auteur qu'on perçoit ici sur le plan national. Le plan national, on sait ce qui est dedans, c'est pourri. Donc, ce qu'on n'a pas pu percevoir au plan national, peut-on le percevoir au plan international dans un pays comme le nôtre? La SACEM, c'est la Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique. On en parle, c'est du côté de la France. En fait, c'est l'image du bureau guinéen des droits d'auteur comme chez nous. Avant que Amadou ne pose sa question, justement, chez les autres, parce que normalement, comme vous le dites, ici, le bureau guinéen des droits d'auteur, on ne sait pas comment il marche, mais normalement, chez les autres, c'est-à-dire, c'est filtré. Les téléchargements, il y a des choses que vous ne pouvez même pas télécharger, il y a des choses que vous ne pouvez pas prendre, et il y a des circuits et c'est visible. Mais ça veut dire que forcément, comme vous êtes en train de le mentionner, qu'il y a des gens qui sont partis, mais c'est pas compréhensible, qui prennent des documents. Mais comment se fait-il que ces documents se retrouvent dans leurs mains? C'est ce que je comprends pas. C'est pourquoi ou bien on peut soi-même, par exemple, comme des pages, les gens volent des pages, tu écris le nom officiellement et tu vas avec des faux papiers. Est-ce que ça c'est possible? Vous savez, ça doit sûrement être forcément des gens de la famille. Théophile, j'attire notre attention sur un fait. Au début, quand nos aînés faisaient ces musiques-là, il n'y avait pas encore ce développement à la base pour dire droit d'auteur, droit mécanique, droit moral. Il n'y avait pas encore ça. Mais à la base, ils ont compris que ces gens, ils faisaient la musique pour la musique, ils faisaient la musique pour amuser la galerie. Ils ne pensent pas trop à ce côté qui peut les apporter quelque chose quand ils vont mourir un jour. C'est ce côté-là, par exemple. Les enfants n'étaient pas encore grands en ce moment. Quand je vous ai parlé de Kabi, il me dit, j'ai fait des enquêtes. Ça veut dire que quand ils étaient petits, eux-mêmes, ils ne savaient pas ce qu'on appelle droit d'auteur. Et que leur père aussi ne considérait pas trop ce droit d'auteur ou parler... Le droit au national ici, certes, il percevait ça. Mais pas trop. Quand tu prends Bala et ses baladins, 1 527 000 francs à une formation artistique comme Bala et ses baladins, je pense que ça doit être revu. On va partir donc. En tout cas, c'est assez dommage. Peut-être deux questions avant de laisser notre invité partir. On commence par Amadou. Oui, exactement. C'est vrai qu'on parle d'un sujet qui est passionnant parce que quand on parle du droit d'auteur, ça ne se limite pas qu'à l'artiste. C'est carrément tout le staff qui peut avoir son dû. Et on a quitté un monde analogique pour un monde numérique. Maintenant, on est dans un nouveau monde aussi avec la toile, avec le streaming. Il y a cette forme de monétisation qui se trouve au niveau de l'écoute. Donc, les artistes qui se font des millions de vues,
qui se font les milliards. Ça rapporte de l'argent. Qui rapportent de l'argent. Quand je prends, par exemple, la chaîne YouTube, le premier artiste à avoir atteint le milliard de vues, c'est le Coréen qui a chanté Gangnam Style. Il a été le premier artiste au monde à avoir atteint le milliard de vues. Vous voyez, c'est un artiste qui est venu de rien et qui a planché. Mais par rapport à nos artistes, si on revient au contexte, c'était des artistes du peuple. Il y avait l'État qui investissait énormément et ces personnes, au nom de la révolution, travaillaient, n'avaient pas assez de derrière. Mais est-ce que ce n'était pas plutôt au ministère plutôt, comment on l'appelle, de la culture, de mettre tous ces cadres-là pour protéger les œuvres artistiques guinéennes? Parce que je vais vous rappeler un fait. Rapidement. Le discours du colonel Doumbouya pendant la fin de l'année, ça a commencé par l'hymne national. Si vous utilisez l'hymne national guinéen sur YouTube, sur votre page, YouTube va bloquer votre vidéo. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un s'est approprié la propriété de l'hymne national guinéen et il a enregistré ça en son nom. Du coup, il y a Jean qui gère le stream sur les réseaux sociaux. On spolie nos patrimoines. Nos patrimoines. Hein? Parce que notre hymne national, c'est aussi... Du coup, la question, vous allez répondre rapidement, c'est par rapport à l'État. C'est quoi son pied là-dedans? Le rôle qu'ils doivent jouer dedans, il l'a dit, ils doivent prendre le problème à bras le corps. Le ministre de la Culture guinéen face au ministre de la Culture français, c'est l'État français contre l'État guinéen. S'ils engagent des démarches, ils mettent en place un comité ou une commission. Ces artistes-là même sont là. Hier, on était au chapiteau. Justement, tu les as vus. Il y en a parmi eux, même si l'ambiance était chaleureuse, mais parmi eux, il y en a, en les voyant... C'est compliqué, ça. C'est-à-dire, on a pitié d'eux. Je comprends, pourtant, ce sont des légendes. On a pitié d'eux. Pourtant, ce sont des légendes. Donc, pour moi, ils doivent mettre en place une commission, mettre en place les informés, comme nous, ici, informés, parce qu'il y a des gens qui sont informés de ce qui se passe entre l'Axe, Paris et Conakry, musicalement parlant. Ils n'ont qu'à les impliquer, ils connaissent beaucoup ce dossier. Moi, je pense qu'ils peuvent décanter. La dernière question avec Malouka. Alors, moi, je pense déjà que c'est très pitoyable quand on parle de nos artistes comme ça, parce qu'ils ne vivent pas de leur héritage. On parle déjà de ces artistes, d'accord, qui ont déjà des enfants et qui ont grandi. Quand on prend, par exemple, l'exemple de Bloss Touré, Seydou Sow et autres là, qui n'ont même pas eu la chance peut-être d'avoir des grands enfants pour les défendre. Alors, spécifiquement au niveau de notre BGDA, depuis que cette chose a commencé, est-ce qu'ils ont eu à faire quelque chose? Ils ont mis quelque chose sur table. Première des choses. Et d'accord, ces artistes qui sont ici déjà morts, est-ce qu'au moins ils bénéficient de quelque chose en Guinée? Vous vous rappelez certainement que le président d'alors, Alpha Condé, avait voté 5 milliards à un moment donné. Et il y a eu des conflits autour de ça. Il y a eu des conflits. C'est un de ses amis qui venait lui voir, un footballeur, parce que lui aussi il l'était. Bon, il avait vu que lui, il venait lui voir chaque fois pour lui donner de l'argent. Il lui a dit, bon voilà, je vais mettre un fonds en place, 5 milliards. Tu auras 5 millions chaque fin de mois. Ça va t'éviter de venir me voir tout le temps. Alors, ceci étant fait, il y a beaucoup qui percevaient. Mais les morts ne percevaient pas. C'est ça le problème. Par exemple, Kade Diawara en a perçu une fois avant qu'elle ne rende l'âme. Quand on a demandé, il faut décompter pourquoi il ne perçoit pas. On dit parce qu'il avait un groupe privé alors qu'il a commencé par les ballets africains avant de venir dans les ballets Djoliba. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il est important qu'on essaye de cadrer ça pour que les artistes, que ce soit la nouvelle génération ou l'ancienne, puissent bénéficier de leur œuvre. Merci beaucoup, monsieur Ismaël Nabé, pour ces détails. On espère que vous allez poursuivre l'enquête et que ce sera avec plaisir qu'on voudra informer, parce que c'est important, c'est un patrimoine. C'est un patrimoine, il faut que les générations à venir puissent continuer, surtout les enfants des pères qui se sont battus, parce qu'on se rappelle, pendant plus de 12 ans ici en Guinée, nous disent les anciens, les gens, les fonctionnaires étaient payés par les artistes et par les sportifs. Ouais. Et c'est important donc que ceux-ci puissent vivre de leurs moyens. Merci, on se reprend un autre jour. Merci. Chers toutes et tous, on va poursuivre cette fois-ci avec notre invité. Elle est déjà là, elle va s'installer pendant que notre cher ami Ismaël s'en va. On va accueillir donc notre invité, on vous l'annoncer. Mais avant, 30 secondes de réaction. Oui, Amadou, 30 secondes, rapidement. Oui, je pense qu'il faut qu'on comprenne. On ne donne pas de l'argent aux artistes. En fait, il y a ce qu'on appelle la fiche de programmation au niveau des radios, c'est-à-dire des radios et des télés. C'est par rapport
au temps de votre musique jouée. Par exemple, un artiste comme Takana Zion. Le nombre de fois. Oui. Donc il y a Takana par exemple qui non, on fait pas ça ici. Il y a Takana qui reçoit de l'argent. Il a dit au niveau de la SAS. Non, pas qu'en Guinée, en France. Chaque année, il récupère son dû. Il a son dû qu'il récupère. Il a dit à beaucoup d'artistes qui sont là, qui ne savent pas que les sons sont joués et qui doivent recevoir de l'argent. Parce que le problème, il est où il faut qu'on revienne aux fondamentaux, la formation de nos artistes et ceux qui gèrent les structures des artistes, au fait. Il y a de l'argent dans le monde, c'est du show business. Le show business, il y a le show et il y a le business. Donc il faut qu'on apprenne à faire du business et à récupérer l'argent qui nous est dû parce que c'est le fruit de leur effort et il n'y a pas mieux. En plus, nos radios, nos télévisions, il faut rappeler une chose, le téléchargement est interdit dans les principes. Le téléchargement est interdit. Bon. Il faudrait que les gens écoutent, il faudrait que les gens achètent. C'est ce qui fait vivre les artistes, mais le téléchargement, il n'est pas permis. C'est quand même assez dommage que ces musiciens, ces légendes, il le mentionnait, que nous avons d'ailleurs rencontré hier lors d'une grandiose cérémonie de reconnaissance à une personne, ne vivent pas de leur art pendant que d'autres sont en train indûment de bouffer leur argent. Pourtant, c'est des créations, c'est des enfants qui ont été conçus dans la galère. Ils devaient quand même pouvoir profiter. On espère que le message est passé. On va poursuivre quand même avec l'enquête et ce sera peut-être dans les jours à venir quand il aura plus de détails. Tout de suite et maintenant, on accueille notre invitée. Elle est déjà installée, Sarah Diaby. Chaque soir, Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Mara. Pour le 3e et dernier sujet dans votre émission Les Informés, avant bien sûr d'ouvrir l'antenne après la pause, nous allons partir avec notre invitée. Elle est déjà installée dans ce studio. On parle donc de sécurité routière. Elle le dit tantôt, 1,3 million de personnes meurent chaque année dans le monde suite aux accidents de circulation de la route et plus de 50 millions de blessés. Plus de la moitié des victimes sont des jeunes élèves, collégiens et lycéens. Des données donc de l'OMS. L'ONG EduFem, Éducation Femmes et Enfants pour leur émancipation, organise une campagne de sensibilisation en faveur des enfants avec le projet, si je ne me trompe, ADR, Amis des routes, avec pour thème aller-retour, je respecte mes consignes de sécurité. Pour en parler, nous recevons Sarah Diaby. Elle est fondatrice et présidente de l'ONG EduFem, je vous le rappelle, Éducation, Femmes et Enfants pour leur émancipation. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir tout le monde. On vous a un peu secoué là pour venir. Ah oui. Merci quand même d'être là. Et puis, on va d'abord s'intéresser à vous avant de parler de cette campagne de sensibilisation. Pour ceux qui nous regardent, hein, beaucoup déjà vous voient sur le terrain et ce que vous faites. Mais pour ceux qui nous regardent, c'est qui Sarah Diaby? C'est difficile de parler de soi. Ouais, c'est très compliqué, j'imagine. Bon, d'accord. Pour résumer, Sarah Diaby, voilà, c'est une jeune femme activiste qui s'est engagée depuis 2015 dans le domaine de la lutte, disons, pour l'émancipation des enfants et des femmes. Je suis aussi de profession économiste, mais bon, actuellement je travaille comme directrice des opérations d'un cabinet de la place et au même moment j'exerce voilà, le job que j'aime autant. Voilà, je suis très passionnée de la vie associative parce que j'aime donner en fait, j'aime donner et surtout apporter des solutions aux constats que nous faisons au quotidien dans la vie quotidienne en fait de la communauté. Vous donnez de l'argent aussi? Il vous arrive de donner l'argent, vous aimez donner? Non, on donne de soi en fait. On donne c'est bien plus que de l'argent. Voilà, c'est bien plus que de l'argent. Voilà. Mais c'est important quand même, on vous reçoit dans le cadre d'une campagne que vous avez initiée avec votre équipe. On va en parler tout à l'heure. Chiplo, vas-y. Effectivement, donc on voit beaucoup de campagnes de sensibilisation sur le terrain, mais vous, la particularité, c'est un peu le public cible, c'est destiné aux enfants et on parle aussi de sécurité routière. Donc c'est quoi le but et comment ça va se faire sur le terrain? Oui, en fait, les enfants, c'est important, surtout comme vous le dites, la cible, elle est très importante.
Nous, on s'est dit en tant qu'adultes, bon, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire dans la circulation parce qu'on voit nos mamans, nos papas, nos jeunes frères qui courent déjà en traversant, ce qui n'est pas normal. Mais on se dit, ok, dans tout ce public-là, qu'est-ce qu'on voit? Les enfants, leur place, c'est où leur place? Et nous voyons qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont situées aux abords des routes, des grandes voies, l'autoroute, on voit ces routes, sur le Prince, on voit des écoles qui sont collées carrément aux routes. Mais alors, ces enfants qui viennent non accompagnés à l'école, comment ils font? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup de parents ont, disons, délaissé, s'il faut le dire comme ça. On voit la majeure partie des enfants, même à 5 ans, qui sont sur la route, très petits déjà. Mais comment ça se fait? Alors, il faudrait, nous on s'est dit, c'est important vraiment d'outiller ces enfants, de les informer surtout, de les sensibiliser sur les bons comportements à tenir sur la route. Les bons comportements, les images à l'instant, vous les avez vues sur votre écran. Mais ce n'est pas fini, on va poursuivre. Les dés sont déjà lancés avec notre invité Saran Diaby. C'est dans un instant, juste quelques minutes pour nos obligations commerciales. Et puis on revient avec toute l'équipe des informés. Ne partez surtout pas. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimuno, Théophile Fassamano, Alphonse Marat.